L'histoire d'aujourd'hui paraît tellement irréelle. Pourtant, selon celui qui nous la raconte, elle est bel et bien véridique. Et je suis sûre qu'elle va vous choquer autant que moi. Vous m'excuserez de changer les noms des protagonistes pour respecter leur anonymat. Nous sommes une famille composée de mon père Mustapha, ma mère Fouzia, 3 garçons dont je fais partie et une petite fille. J'avais à l'époque 11 ans. Mon grand frère avait 14 ans, mon petit frère 6 ans et ma sœur 3 ans. Nous sommes une famille tout à fait normale, sans problème, à part des petites chamailleries, comme dans toutes les familles. Permettez-moi de vous parler de mon grand frère, Abdel Fattah. Il était très important pour nous tous. C'était notre père quand notre papa était absent. J'étais très heureux d'avoir un grand frère pareil. Mais la joie ne sera que de courte durée, car Abdel Fattah va tomber très malade. Il a un cancer à un stade assez avancé, et c'est la cause de notre cauchemar. Je ne souhaite à personne de vivre ce que mon frère a enduré. Pour le soigner, on doit l'amener 5 fois par semaine à l'hôpital. Il y a là-bas une classe entière d'internes et un professeur qui s'intéresse à son cas, mais c'était très loin de la maison. Mes parents étaient obligés de faire 250 km 5 fois par semaine pour l'y emmener, car c'était l'hôpital équipé le plus proche. Mon pauvre frère, en plus des maux de tête et des vertiges que lui donnait le traitement, commençait à avoir la peau brûlée. J'avais tellement peur qu'il ne vive toutes ces souffrances pour rien et qu'il ne supporte pas le traitement. En plus, les déplacements de 250 km 5 fois par semaine devenaient trop difficiles pour lui. Mes parents ont donc commencé à chercher une maison pour se rapprocher un peu. Pas forcément dans la même ville que l'hôpital, mais pas aussi loin que notre maison actuelle. Mais il nous faut une maison assez grande, pas trop chère, et dans un coin assez calme pour que Abdel Fattah puisse se reposer. Et c'est très difficile à trouver. Mon père va donc prendre une décision assez étrange. On voyait mon frère se fatiguer avec la route, donc nous n'avions plus de temps pour trouver un logement. Et mon père va accepter une offre par téléphone, sans même visiter la maison. Il a même donné l'avance sans même la voir, en se fiant uniquement à la description de l'agent immobilier. Arrive alors le jour du déménagement, où nous allons quitter la maison et la ville où nous avions toujours vécu, pour la maison, dans la périphérie de la ville où se trouve l'hôpital. Notre nouvelle maison est un peu ancienne, mais elle nous convient. Le prix, la taille et même l'emplacement, tout concorde. Elle est située dans un village, presque de campagne, où il n'y a que d'anciennes maisons. Aucune construction moderne. Mais c'est calme, et c'est ce qu'il faut à mon frère. La maison ressemble à une petite ferme. Elle a un grand jardin, avec quelques arbres, le tout entouré d'un mur. Mon père descend d'abord seul pour visiter la maison et voir s'il n'y a rien de dangereux dedans. Comme je vous ai dit, il a accepté de la louer sans la voir. Et c'est donc la première fois qu'on la visite le jour du déménagement. De toute façon, mon père nous disait que c'était juste une location, donc si elle ne nous plaisait pas, on pouvait en chercher une autre pour le mois d'après. Au bout de 15 minutes, il sort et fait signe à ma mère de sortir de la voiture pour le rejoindre. La chose qui a surpris ma mère au premier coup d'œil, c'est qu'il y a énormément de tableaux accrochés au mur. Des tableaux de Ayat al-Kursi, le verset du trône, le verset protecteur du Coran. Et ce n'est pas 2 ou 3 tableaux, mais vraiment beaucoup dans toute la maison. Elle regarde mon père et on voit dans son regard qu'il trouve ça louche. C'est bien, au contraire, il y a du Coran partout, c'est positif, non? T'as encore rien vu, viens. Comme je vous ai dit, la maison est assez grande et il y a beaucoup de pièces. Et ce que mon père ignorait, c'est que cette maison servait à l'origine au lavage mortuaire. Les morts étaient lavés dans une pièce de la maison équipée comme ça, avant d'être transportés pour aller être enterrés.
et en voyant la table de lavage, mon père a tout de suite compris. La table était quand même ancienne, et on voit qu'elle n'a pas servi depuis longtemps. Ma mère commence à comprendre que ce n'est pas une maison normale. Il continue la visite et découvre un étage en dessous du rez-de-chaussée. Ils y découvrent un genre de grande cave où sont entreposées des chaises et autres matériels, un genre de débarras. Mais Dieu seul sait ce qui peut être encore caché là-dedans. Bref, tout ça nous donnait la chair de poule, et on avait compris que cette maison avait quelque chose d'étrange. « C'est quoi cette maison que tu nous as trouvée ? On a un fils déjà malade, et tu veux qu'il vive dans cette ambiance pesante ?» Après un long silence, mon père lui répond. « Patiente un peu. De toute façon, on a déjà payé le loyer et le camion de déménagement. On ne peut pas revenir en arrière. Si je dépense encore plus d'argent pour changer de maison tout de suite, on va entrer dans une crise financière assez difficile. Patientons ce mois-ci, dans cette maison, et on verra si on trouve mieux plus tard. On n'a pas d'autre choix. Ne dis rien aux enfants. On les a déjà arrachés à leur maison et à leurs amis. Nous n'allons pas en plus les effrayer. » La première chose que mon père a fait, pour qu'on se rende compte de rien, c'est condamner la salle de lavage mortuaire avec un placard. De toute façon, à notre âge, on n'aurait pas compris à quoi servait ce matériel. C'est ma mère qui m'a raconté tout ça par la suite. L'agent immobilier, quant à lui, nous assure que mon père était bien au courant que cette maison servait à laver les morts à une époque, mais qu'elle lui convenait par la taille et le prix, donc il l'a acceptée. Je ne sais pas lequel des deux a menti à ma mère, mais passons. Pour nous les enfants, la maison était magnifique. Nous sortions d'un petit appartement, à une seule chambre, et maintenant chacun de nous pouvait avoir sa propre chambre. En plus, d'un grand salon et d'un jardin dans lequel on passait notre temps à jouer. Mais côté négatif, mon père qui travaille toujours dans la ville où nous vivions avant, ne peut pas profiter avec nous. En effet, lui doit toujours faire de la route pour aller travailler. C'est ma tante maternelle qui, comme elle vit dans la ville de l'hôpital, vient chercher ma mère et mon frère pour ses séances de traitement. Ma tante était encore jeune. Elle travaillait, mais nous aidait volontiers pour les allers-retours à l'hôpital de temps en temps, avant de trouver une meilleure solution. Le détail à retenir dans tout ça, c'est que ma mère se retrouve la plupart du temps seule dans cette maison avec ses enfants. Mon frère, qui avait souvent des vertiges à cause du traitement, pouvait à tout moment vomir tout ce qu'il avait mangé. Donc il était dans la chambre collée à celle de mes parents. Mon autre frère et moi partagions une chambre, et ma sœur dormait la plupart du temps à côté de ma mère. La chambre de Abdel-Fattah et la mienne étaient de chaque côté de la chambre condamnée, celle où on lavait les morts. La première nuit, nous allons la passer sans mon père. Abdel-Fattah, qui était très affaibli, dormait très tôt, et ma mère était dans sa chambre au téléphone avec mon père, quand elle aperçoit une silhouette debout dans le noir devant sa chambre. Elle a sursauté, et en y regardant mieux, elle voit Abdel-Fattah qui lui dit « Maman, j'ai entendu quelqu'un m'appeler, c'est toi ? Peut-être que tu as cru que je t'appelais parce que je parle au téléphone avec ton père. » Non, maman, c'est pas toi. Quelqu'un m'a appelé. Il y a quelque chose d'anormal dans cette maison. Si je peux te conseiller, il vaudrait mieux qu'on cherche ailleurs où vivre, car cette maison est trop bizarre. Mon frère n'était pas du genre à parler comme ça. S'il a dit ces mots, c'est qu'il avait vraiment ressenti quelque chose. De plus, il était très faible, donc il n'aurait pas fait l'effort de se déplacer du lit si ce n'était rien d'alarmant. Ma mère n'a pas pris en compte ce qu'il lui disait. Elle pensait qu'il essayait seulement de blaguer. Mais attendait d'entendre ce qui s'est passé ensuite. Mon frère va découvrir la vérité que cachaient mes parents. Cette maison est bizarre et servait à laver les morts il y a longtemps. Et il va venir me l'expliquer. « Qu'est-ce que tu racontes ? C'est faux, je suis sûre que tu essaies juste de me faire peur. » « Non. Tu vois la pièce entre ta chambre et la mienne ? C'est là qu'ils étaient lavés. » « Mais ça va pas. Tu crois que nos parents auraient accepté de nous faire vivre dans une maison comme ça ? Tu me crois pas ?
Ok, je te le prouverai. Un jour, Abdel Fattah déplaça le placard devant la porte et en ouvrant la pièce, j'étais choquée. Je te parie que t'es pas capable d'aller t'allonger sur cette table. Si tu le fais pas, t'es pas un homme. Comme je vous ai dit plus tôt, j'aimais beaucoup mon grand frère et je l'admirais, donc j'ai accepté le défi pour qu'il me considère comme un homme. Mais dès que je me suis allongée sur la table, la lumière s'est mise à clignoter. De peur, je me suis mis à hurler et je suis sortie en courant de la pièce. Mon frère, lui, me regardait froidement sans réaction. Heureusement que ma mère n'était pas là, sinon elle m'aurait bien corrigé. Bref, je n'ai pas retenu cet incident trop longtemps. Pour moi, c'était juste mon frère qui m'avait fait une mauvaise blague. Quelques jours plus tard, il vient me dire « J'ai découvert quelque chose dans la chambre condamnée. Il faut que je te montre. » On a alors attendu que ma mère s'endorme pour à nouveau pousser le placard et entrer dans cette chambre, qu'il nous était formellement interdit d'approcher. Ce qu'il avait découvert, et à quoi nous n'avions pas fait attention avant, c'était une petite porte en fer qui donnait sur le sous-sol. Sous-sol dont on n'avait jamais entendu parler. Mon frère descend avec une lampe torche, et je le suis malgré la terreur que je ressens. Il faut que je sois un homme courageux comme mon grand frère. On regarde un peu partout dans le sous-sol, jusqu'à ce que je remarque une tache foncée et sèche au mur. Je demande alors à Abdel Fattah d'éclairer cette zone, parce que j'ai l'impression que c'est une substance bizarre. Quand la lumière se pose sur le mur, on voit ce qui semble être des taches de sang séchées. Du sang ou de la peinture, je ne sais pas, mais j'opterai pour la première hypothèse. Ça nous a tellement effrayés qu'on est remonté en courant. Et là, on trouve notre petit frère, celui de 6 ans, debout, qui nous regarde dans l'incompréhension totale. On se précipite pour réveiller ma mère en catastrophe, vert de peur, et elle se réveille en sursaut. On a vu du sang. On a vu du sang dans le sous-sol, plein de sang sur le mur. Mais non, c'est pas possible. S'il y avait du sang, votre père l'aurait vu. Mais attendez, qui vous a permis d'ouvrir cette chambre et d'aller au sous-sol ? Elle s'est beaucoup énervée ce soir-là et nous a donné une bonne correction. Estimez-vous heureux que ce soit moi qui vous ai puni et pas votre père. Cette fois, je ne lui dirai rien, mais si vous recommencez, vous vous débrouillerez avec lui. Puis elle est allée refermer la chambre et remettre le placard à sa place sans même vérifier nos dires. Si seulement elle était allée voir. Avec le temps, elle va se rendre compte de quelque chose. Le tableau de Ayat al-Kursi qui était accroché sur la porte du sous-sol n'est plus là. Vous ne me croirez peut-être pas, mais il a bel et bien disparu. Pour elle, il s'agissait d'une petite vengeance de mon frère et moi, après qu'elle nous ait punis. Il ne lui passait pas par la tête que peut-être quelqu'un pouvait s'introduire dans cette maison. Ça l'a énervé encore plus de croire qu'on se moquait d'elle. Déjà qu'elle voyait la santé de son fils se dégrader de plus en plus, les allers-retours à l'hôpital, le mari absent, et maintenant ces enfants qui se jouent d'elle, c'est trop. Elle est tellement à bout avec tout ça qu'elle ne veut même pas prêter attention à ce qu'on lui a dit cette nuit-là. Mais ce qui va en rajouter une couche, c'est que mon frère lui raconte que depuis la première nuit qu'il a passée dans cette maison, il entend des bruits bizarres toutes les nuits. Même que maintenant, il voit des formes étranges se balader la nuit dans la maison. Pour elle, c'est un effet secondaire de son traitement qui le fait halluciner. Et elle avait peur qu'elle nous raconte ça, à mon frère, ma sœur et moi, qu'on le croie et qu'on soit effrayés pour rien. Après quelque temps, mon père va demander son avis à ma mère concernant la maison, pour savoir s'il devait chercher un autre endroit où déménager. Ce à quoi elle lui a répondu que non. Les enfants sont heureux, on a de l'espace, et pour sa part, elle s'était habituée à cette maison. Mon père était un homme assez religieux, et il savait que dans ce genre de maison, il pouvait se passer des choses étranges. Donc il lui demande si elle n'a jamais vu ou entendu quelque chose la nuit dans la maison.
Elle lui dit que non, tout va bien. En plus, sa sœur vient de temps en temps nous tenir compagnie. Donc pas de quoi s'inquiéter. Une nuit, Abdel Fattah vient me réveiller. Chut, ne fais aucun bruit. Et viens, j'ai quelque chose à te montrer. Il prend la lampe pour éclairer et on se dirige à nouveau vers la chambre interdite. Regarde là-bas. Tu vois dans le coin? Il y a 4 hommes assis. Je ne voyais pas très bien. Selon moi, il ne s'agissait que de tissu foncé accroché. Non, regarde bien, il se rapproche de nous. Au même moment, pendant que j'essayais de distinguer ces hommes, j'ai entendu un bruit provenir de ce coin même, que mon frère me disait de regarder. La terreur m'a envahi et je voulais hurler, mais j'avais en même temps peur que ma mère nous corrige encore une fois. On a refermé la chambre et on s'est précipité en courant dans la cuisine où ma mère préparait le repas du soir. Et je n'ai pas pu me retenir de répéter ce qu'on a vu. Elle s'est dans un premier temps énervée, mais en voyant nos visages tout pâles à mon frère et moi, elle a réfléchi un moment. Nous sommes seuls dans cette grande maison, éloignés de tout. Quelqu'un peut éventuellement s'introduire chez nous sans qu'on l'entende. Elle décide donc de nous prendre au sérieux et d'aller vérifier. On la suit dans la chambre, mais il n'y a plus rien. On descend aussi au sous-sol, qu'elle éclaire à la lampe, mais rien non plus. Elle s'est donc dit que comme nous étions jeunes, on avait une imagination débordante. Elle nous envoie au salon et retourne à la cuisine. Mais en y entrant, elle fait une étrange découverte. Le tableau de Ayat al-Kursi qui était à l'entrée de la cuisine n'est plus là. Elle s'est dit que c'était la goutte de trop, et elle a appelé mon père pour se plaindre de nous. Elle pensait qu'on avait encore subtilisé un des tableaux. Mon père lui répond en rigolant que nous ne sommes que des enfants qui s'amusent un peu, et qu'en grandissant, on s'assagirait. Il lui conseille de nous confronter sur le sujet sans s'énerver. Elle nous rejoint alors au salon et nous demande très gentiment où sont cachés les tableaux. Mais on ne comprend pas de quoi elle nous parle, car pour nous, c'est elle qui les retirait. Et Abdel Fattah lui répond: ceux qui les ont enlevés, ce sont les gardiens de la maison. Ma pauvre mère, sous le coup de la colère, a fait une invocation à Dieu contre nous. 3 jours plus tard, elle va nous rassembler, mes frères et moi, car ma sœur est encore trop petite pour comprendre tout ça. Et elle va nous expliquer ce qu'il nous avait caché sous cette maison. Voilà les garçons. Cette maison servait au lavage des morts. C'est pour ça qu'il y a cette pièce avec la table de lavage. Mais ce n'est pas quelque chose de mauvais, au contraire. Vous n'avez pas du tout à avoir peur. Il n'y a ni fantôme, ni montre, ni rien. Abdel Fattah, tu es le plus grand normalement. Tu devrais pas entraîner tes frères à faire des bêtises, au contraire. Tu devrais les en dissuader. En entendant ça, mon frère s'est levé et est allé dans sa chambre sans un mot. Cela a fait de la peine à ma mère, car elle s'en veut d'avoir réagi comme ça avec lui et de lui avoir donné la responsabilité des plus petits, car il est déjà très malade. Il s'est passé environ 1 an depuis qu'on a emménagé dans cette maison. Et un jour, en rentrant de l'école, je me suis directement dirigée vers la chambre de mon frère. Mais à ma grande surprise, ses affaires ne sont plus là.